Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour l'épisode 18 d'Androtech. Pour rappel, Androtech, c'est le fruit de la collaboration entre le site frandroid.com et la chaîne tech.tv. Vous allez voir qu'aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale parce qu'on a reçu un appareil qu'on attend depuis pas mal de temps. On se retrouve juste après le sommaire. Cette semaine, nous n'avons pas n'importe quel smartphone en test puisqu'il s'agit du Galaxy S5. Caractéristiques, design, performance, prix, logiciel, nous passerons à la loupe le smartphone que vous attendez tous. Avant le test, nous ferons un tour vers l'actualité. On commence sur les chapeaux de roue avec le rachat de SFR, dont Numéricable ressort aujourd'hui grand vainqueur. Quelques délais imposés aux inscriptions à la Google I.O. et rien de moins qu'une nouvelle déclinaison d'Android pour les télés. Comme chaque semaine, vous aurez aussi le droit à notre sélection d'applications. Bonne émission à tous! Vous l'avez entendu dans le sommaire, la surprise a été dévoilée. On va tester dans cette émission le Galaxy S5. Donc soit vous voulez voir tout de suite le test après l'actualité, ou soit vous écoutez tout ce qui va se passer, à commencer par la présentation du plateau. Et cette émission, Laure est absente, elle est à Berlin cette fois-ci, et pas à Londres. Donc on a Pierre-Olivier. Salut tout le monde, Donc, content de vous retrouver. Et de l'autre côté, nous avons Baptiste Michaud. Présent, comme chaque semaine. Et juste à côté, Edouard. Ravi d'être là. Et t'as fait quelques kilomètres pour être sur le plateau. Parce que d'habitude... Oui, c'est vrai. T'es en régie, ouais. Non, mais la dernière émission où j'étais là, j'étais aussi là. sur le plateau. D'ailleurs, ça t'avait saoulé. Yeah. Ça va mieux là ? C'est cette façade en fait. Ok. Bon, on passe tout de suite à l'actualité de la semaine. Et voilà, c'est fait. En effet, c'est fait. Cette fois-ci, c'est définitif. SFR a épousé Numéricable pour le meilleur et peut-être pour le pire, je ne sais pas. Ce qu'on sait en tout cas, c'est que le montant, s'est, comme je l'avais prédit il y a 2 semaines, rapproché de celui de WhatsApp, mais est toujours bien inférieur. Donc cet opérateur vaut 14,25 milliards d'euros. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? L'opérateur français vaut plus de 14 millions. Tout à fait, exactement. Donc voilà, c'est Numéricable qui sera, ou plus exactement la maison mère Altis, qui sera propriétaire de l'entreprise SFR. Il reste 20% du capital qui sera toujours à Vivendi, mais voilà, 80% de contrôle. Vital, alors. Tout à fait. Moi j'ai pu discuter avec SFR et il y a des choses intéressantes qui sont sorties. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont fusionner ? J'ai discuté avec un des exécutifs de SFR et j'avais posé la première question sur la fusion. La fusion, ils vont attendre. Voilà, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont beaucoup s'entraîner, il faut être au même niveau, hein, comme dans Dragon Ball. Non, ce qui va se passer, c'est que ça va être, ils vont attendre là plusieurs mois de validation auprès des différents acteurs de la concurrence. Bien sûr, on sait que le gouvernement va mettre probablement un petit peu son grain de sel. On a notamment des ministres qui veulent veiller à la sauvegarde de l'emploi, etc. On a aussi probablement Bouygues qui mettra son grain de sel. Du coup, après, la vraie fusion va s'opérer en fin d'année, début 2015, fin 2014, début 2015. Pour des entreprises de cette taille, ça met forcément un certain temps. Pour rappel, 770 boutiques chez SFR, il y en a à peu près 170 chez Numéricable. Ils vont tout mettre ensemble, ils vont fermer les petites boutiques, comme ils ont déjà commencé depuis quelques années. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'on va pouvoir acheter les offres Numéricables, donc l'offre câble dans toutes les boutiques. SFR. Ouais, toutes les boutiques SFR. Et moi d'ailleurs, j'avais une question, ça c'est un truc qu'on n'a pas parlé depuis le début de ce feuilleton. Qu'est-ce qui arrive à la division B2B de SFR ? Il y a beaucoup d'entreprises qui sont câblées en fibre optique sur le réseau. J'ai pas posé la question. Par contre, j'ai posé la question sur le câble. Ouais. Ils ont dit qu'ils allaient investir massivement dans le câble, quitte à mettre un peu le frein sur tout ce qui est cuivre, etc. C'est-à-dire comment ? ADSL, VDSL. Oui, et puis il y a d'autres technologies autour du cuivre. Autre chose qui est intéressante, la marque donc Numéricable va disparaître au fur et à mesure. C'était attendu. Ça, vous le savez. Et donc investissement à fond sur le câble, qui pour eux la bonne transition pour pouvoir rattraper les faiblesses qu'ils avaient sur le fixe. Et donc quand on dit le câble, du coup on se parle de fausse entre guillemets fibre optique. Ça, voilà, le téléchargement descendant peut ressembler à de la fibre. À du 100 mégabits. Par contre, le téléchargement montant est plutôt à 5 mégabits. Donc effectivement, on est loin des 50, 75 qu'on peut avoir sur le réseau déjà existant de SFR d'ailleurs.
Et donc voilà, c'est tout pour le moment, c'est ce qu'on sait. Je pense que la communication a déjà commencé. Je crois que les consommateurs SFR ont reçu un email pour leur dire écoutez, ne partez pas, le meilleur reste à venir. C'était ça, je crois. C'était tout à fait ça. C'était le carré rouge à encore de très beaux jours ou quelque chose comme ça. Une formulation de ce genre. La formulation était un peu bizarre. Et donc maintenant que SFR a fait son annonce, on pense tous à tonton Martin Bouygues. Effectivement, c'est la première victime de cette décision. Pour rappel, Martin Bouygues avait mis toutes les chances de son côté pour essayer de contrer l'offre de Numéricable. Bouygues Télécom avait mis sur la table plus de 15 milliards d'euros pour essayer de ramasser le paquet SFR. Ouais, donc je pense que ça illustre pas mal cette photo de Dark Vador. Voilà, c'est la tête que Martin Bouygues a dû faire au moment de l'annonce définitive du choix d'Altis. Après, je pense que il commençait à s'en douter, mais effectivement, c'est la première victime de cette décision. Donc les rumeurs qui remontent, malheureusement, pour Bouygues, parce que c'est des rumeurs qui sont pas bons pour recruter des clients, c'est que Bouygues serait en train de négocier avec Free, même si aujourd'hui c'est des bruits de couloir. Tout à fait. Mais pour rappel, c'est pas la première fois qu'on a des rumeurs sur des négociations de vente. On avait notamment d'éventuelles négociations entre le groupe Bouygues et le groupe Bolloré sur le rachat de Bouygues Télécom. On a eu des rumeurs de négociations avec le groupe Oracom, géant des télécoms égyptiens, qui a une histoire un petit peu similaire à celle du groupe Bouygues, puisque c'est un groupe qui vient de l'immobilier. Tout à fait. Une présence qui se développe en Europe. On a vu, j'avais posé la question à SFR ce matin, pourquoi est-ce qu'il n'y a eu aucune offre internationale pour SFR? Et il me disait que justement le marché français est parmi avec les prix les plus bas, ça intéresse pas énormément les autres acteurs du marché international. Et ce qui va se passer du coup, c'est qu'on va aller vers une concentration et donc on risque de revenir vers 3 opérateurs. En tout cas, c'est ce que tout le monde pense. Et en ce qui concerne donc du coup les rumeurs d'ouverture de négociations entre le groupe Iliad et le groupe Bouygues, il semblerait que le groupe Bouygues veuille 8 milliards d'euros de Bouygues Télécom, tandis que Iliad serait prêt à mettre 5 milliards sur la table. Ce qui est dans tous les cas intéressant pour Free. Quoi qu'il arrive, pour tous les avantages qu'on connaît, le rachat des licences, d'un parc client, mais aussi d'un parc d'antennes non négligeable. Ça leur permettrait peut-être d'être deuxième. À calculer. Ça serait un opérateur très intéressant en tout cas. Je vais me tourner vers Edouard parce que c'est une petite actualité pour Edouard. Petite actualité, c'est pas vrai parce que c'est sûr qu'il y aura au moins 2 d'entre nous qui vont faire tout pour y être. C'est la Google I.O. Ouais, tout à fait. Donc la Google I.O., normalement, les inscriptions, elles devaient être faites du 8 au 10 avril. Et finalement, Google a annoncé qu'elle était décalée de quasiment une semaine. Tu étais prêt à t'inscrire? Les inscriptions sont décalées. C'est les inscriptions, pardon. Et est-ce qu'on peut du coup rappeler la façon dont ça va marcher cette année? L'année dernière, c'était un peu difficile. En gros, c'était qu'on avait quelques secondes pour s'inscrire. Non, et l'an dernier c'était pas vrai parce que c'était 45 minutes après. Il y avait des bugs l'an dernier. Ah oui, mais bon, c'était le bordel. Donc en fait, à présent, le principe c'était première entrée, premier servi. Là maintenant, le principe c'est tout le monde s'inscrit pendant 2 jours et une fois que ce laps de temps est passé, Google va choisir les meilleurs profils. Alors, ce qui est écrit aujourd'hui, c'est au hasard. Ce qu'il dit, c'est au hasard, mais clairement, ce que moi j'avais attendu quand j'étais à la Google I.O. et ce que nous on a aussi un peu entendu à droite à gauche, c'est que Google veut vraiment des profils développeurs ou alors des gens qui utilisent... Ils essayent de changer un peu le concept alors qu'ils avaient l'année dernière et les années précédentes une grande messe des produits Google, des produits et des services Google. Aujourd'hui, ils essayent d'avoir... Ils se concentrent sur le développement. Sur les développeurs et ils essayent d'organiser leur réseau de développeurs. Donc j'imagine que Edouard et Pod, vous êtes sur les starting blocks là? Ah bah carrément. Tout à fait. Et on va tout faire pour essayer d'avoir des places pour la Google I.O. qui est quand même un événement extrêmement important. Un petit peu abandonné depuis pour l'écosystème. Je me rappelle que Baptiste c'était un peu chaud parce que même moi je galérais à en avoir et j'en ai eu par chance je pense et toi t'en as pas eu. Bon bah tant pis, prochaine fois. Mais par contre, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qui vont être intéressantes à cette Google I.O. On pense Android Wear, on pense... Android TV. Android TV, on va en parler là dans l'actualité justement. Je pense que cette année, vraiment, Google I.O. c'est un événement qu'il va pas falloir manquer. Contrairement à l'an dernier où c'était
Tu penses qu'on va avoir l'équivalent de il y a 2 ans avec l'annonce des Google Glass, qui était quand même une grosse édition cette fois-ci? Ouais, je pense que il y a 2 ans, en fait, c'était moi ma première et ça avait vraiment été quelque chose d'exceptionnel. C'est parce que tu étais là, hein. Enfin, ils ont dit putain, Edouard arrive, ouais, c'est clair qu'il faut. Non, celle de l'année dernière, elle était un peu moins bonne, mais aussi parce qu'ils avaient Tu utilises ton GrandBook Pixel? Oui, d'habitude, quand j'ai pas le GrandBook, je l'utilise. Tu l'utilises vraiment? À peu près. J'en ai vu beaucoup sur eBay. Non, l'an dernier, en fait, l'erreur qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient fait une keynote de 3 heures. Et donc, c'était absolument chiantissime. J'espère que cette année, ils ont compris que faire une conférence aussi longue, ça sert vraiment à rien. Donc, j'espère. Voilà. On a beaucoup d'espoir sur cette année. Il y a pas mal de nouveautés intéressantes. En tout cas. On peut imaginer quand même qu'il y aura moins d'annonces. De grosses annonces dans Android ou d'annonces carrément de produits comme il y avait les Google Glass, mais peut-être un petit peu plus d'API, d'SDK, puisqu'ils se tournent vers les développeurs. L'an dernier, c'était beaucoup les Google Play Services, où en fait, il y a beaucoup de gens qui vont en reparler, c'est sûr. Mais là, on va parler Chromecast, on va parler Android Wear, etc. Android Wear, voilà. Intéressant. Donc voilà, fin juin, si toutefois vous ne pouvez pas aller à San Francisco, à la Google I.O., il va vraiment falloir suivre les actus. En tout cas, on fera la transmission des données, l'analyse. On compte sur vous. Non, on compte sur vous. Ça sera entre les deux. J'ai une très bonne nouvelle pour les personnes qui ont acheté un téléphone en Chine ou un téléphone chinois sous Mediatek. C'est qu'aujourd'hui ils étaient bloqués en Jelly Bean, dans le meilleur des cas. Et ben là, Mediatek vient de libérer ses drivers. Alors je me tournais plutôt vers AirPod. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc en fait, la plupart des drivers qui sont nécessaires au bon fonctionnement d'un téléphone aujourd'hui sur Android sont des modules du kernel, du noyau, c'est-à-dire de Linux. Et aujourd'hui... Sachant que le SOC, c'est celui qui a besoin de plus de drivers. Exactement. Oui, puisque c'est System on Chip, donc c'est-à-dire l'intégralité du système sur une seule puce. Donc du coup aujourd'hui, d'un point de vue, chez Mediatek, on n'avait pas accès aux sources du kernel Linux et donc des drivers associés pour la version 4.4. Et donc là aujourd'hui, Mediatek ouvre ses sources et ça va permettre à un certain nombre de constructeurs mais aussi de bidouilleurs et de bidouilleurs de mettre à jour leur image d'Android en 4.4 sur les composants Mediatek. Donc par exemple les personnes qui, si on veut Cyanogen sur son Wiko, ça sera sûrement possible. Maintenant c'est possible, alors qu'avant ça l'était pas. Voilà, on peut signaler les Wiko qui sont notamment tous les Mediatek de toute façon qui sont essentiellement donc des téléphones chinois mais pas seulement. Donc voilà, ça concerne tout le marché d'entrée de gamme ou presque. Surtout qu'on parle de plus en plus de Mediatek qui arrive avec ses processeurs 4G et octo-cœur pour la seconde partie de l'année. Avec des grosses performances notamment. Dernière actualité, c'était une petite surprise. J'étais en week-end à quelques centaines de kilomètres de Paris et ça tombe, paf, The Verge publie des visuels d'Android TV. Android TV. A priori une mise à jour de Google TV. Pour le moment, c'est pas annoncé par Google, mais on a tellement de preuves évidentes de documents internes et de visuels officiels. On a un petit faisceau convergent d'indices, effectivement. Ouais, il y a pas mal d'indices. Donc Android TV arrive. Je vais peut-être demander à Edouard, qu'est-ce que c'est Android TV alors, d'après ce que tu as compris? Ça va grosso modo être une Google TV renommée. Pour moi, c'est clairement ça. Donc déjà, qu'est-ce que c'est Google TV? Peut-être que les gens ne savaient pas. C'était tout simplement une version d'Android optimisée pour les télés. Ensuite, en termes de modification de l'OS, il y en avait très très peu. C'est un peu un échec. Hein. C'était un échec. En termes d'interface, en fait, à la base, c'était sur Honeycomb en 3.2 ou quelque chose comme ça. Il a fallu attendre la Google I.O. de l'année dernière pour passer en 4.3. Et depuis, c'était vraiment, il y a vraiment silence du côté de Google. Le Google Play version Google TV, il est vraiment très vide. Et donc, l'interface, c'est pauvre. Et il y avait très peu de produits aussi. Il y avait Sony, Logitech. En France, il y avait Sony et SFR. En France, oui, mais aux États-Unis, par contre, il y avait quand même beaucoup de télé. À chaque fois qu'on allait au CES, il y avait beaucoup d'annonces relatives à. Je crois qu'il y a Philips aussi qui avait un peu investi dedans. Voilà. Effectivement, mais il y avait beaucoup d'acteurs un peu frustrés. Voilà, c'est ça. Logitech, à un moment, ils ont complètement abandonné. Ils ont dit stop. On a perdu notre temps. Et alors, à votre avis, pourquoi ils renomment ça Android TV?
C'est précisément pour... Il n'y aura pas de changement technique, l'interface c'est juste justement, une application. Vous avez vu, ça ressemble à du Windows 8. Ouais, il y a un petit côté... avec les tuiles. Oui, c'est vrai, ça ressemble à d'autres interfaces de Smart TV aussi. Donc il n'y a pas de changement technique, c'est vraiment du papier peint marketing. Et justement, l'objectif est probablement de faire table rase du passé, de renégocier des accords avec des constructeurs, avec des producteurs de contenu, sur un nom prendre un peu plus la main de prendre un peu plus les développeurs par la main pour compléter cet écosystème qui aujourd'hui est faiblard. Donc on prend exactement la même techno, on lui donne un nouveau nom et on repart. Un petit peu comme Numéricable se rachète un nouveau prestige en s'appelant maintenant SFR. Et le marché est concurrentiel parce qu'aujourd'hui on a LG qui a racheté WebOS et qui l'a adapté à ses besoins de télé. On a Samsung qui a son propre écosystème qui marche très bien. On a qui d'autre? On a très bien vite fait, j'ai une télé Samsung. Non, mais en tout cas, il y a l'offre logicielle dessus. Ils ont réussi à attirer les éditeurs, et entre autres tous les éditeurs de Catch-Up TV. C'est ça qui est intéressant. Il y a beaucoup d'applications M6, TF1, tout ça. Et du coup, il y a peut-être TCL Mobile qu'on connaît un peu moins en France, mais qui est un acteur majeur dans le monde entier pour vendre des télévisions. Et moi, j'ai une dernière question sur cette actualité. Qu'est-ce que vous pensez comment ça va vivre à côté du Chromecast? C'est justement un peu ma question en fait. Justement, j'ai les chiffres du Chromecast. Ouais. Il s'en est vendu 500 000 aux États-Unis. Et pour le moment, SFR, a priori, on a sorti 30 000 déjà. Ce qui est quand même des bons chiffres. Une très très belle performance. Il faut rappeler que le prix de SFR était extrêmement compétitif puisque le Chromecast était disponible à 5 € pour les abonnés. Ouais, premium. Mais même à 35 €, ça reste un bon plan. Pour revenir à ta question, Chromecast versus Android.tv. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit .tv, Android TV. C'est l'habitude de tech.tv. Donc Chromecast versus Android TV sont deux paradigmes différents qui essayent de répondre à des usages qui, eux, par contre, sont très similaires. C'est par exemple regarder mes vidéos YouTube, regarder mes émissions de France Télévisions. Quand on est sur de la Catch-Up TV, quand on est sur de la vidéo à la demande, de la vidéo sur Internet, oui, des jeux simples, ce genre de choses, les différences d'usage, il n'y en a pas. Les deux écosystèmes répondent parfaitement à ces usages-là. Maintenant, sur Android TV, sur Android TV, on a un vrai OS autonome sur lequel des applications peuvent s'exécuter. On peut imaginer une application qui sait ce qu'on est en train de regarder à la télévision et qui propose à l'achat les choses qui sont présentées dans l'émission. Ou de partager sur les réseaux sociaux. Ou effectivement ce genre d'usage. Tout ce qui permet, tout ce qui est permis par la puissance de calcul de la télévision, ça c'est quelque chose qui sera jamais disponible sur le Chromecast, qui est un appareil extrêmement limité d'un point de vue puissance de calcul. Intelligence. C'est un petit dongle avec une puce ARM. Et qui ne fait que recevoir l'interface venant du téléphone. Le petit problème du Chromecast aussi, c'est qu'il n'y a pas de moyen de le contrôler vraiment avec une télécommande, et c'est aussi une de ses limitations, là où une Android TV sera comme une télé normale en fait. C'est ce qu'on le consommateur est habitué. En fait. Donc ça, plutôt, on l'attend d'ici la Google I.O., mais on ne sait pas. Et justement, on pourrait arriver peut-être à des usages comme Netflix, et j'ai entendu le patron de SFR qui me disait que voilà, ça négocie pas mal. Et il dit que ça devrait arriver très certainement avant la fin de l'année. C'est un énième indice sur l'arrivée de Netflix. On sait effectivement que Netflix a ouvert une succursale au Luxembourg, qui est a priori là pour adresser le marché européen. Donc c'est clairement une question de mois, voire de semaines avant que Netflix ne se lance. La grande question qui va rester, c'est celle du catalogue. Évidemment. Attendons ça. C'est tout pour l'actualité. On va passer à la partie qui, je pense, intéresse le plus de monde. C'est le test du Galaxy S5. C'est certainement le téléphone d'Android qui va se vendre le plus cette année. Il avait déçu lors de sa présentation MWC. On l'a enfin au mois d'avril. C'est le moment donc de le tester. Le moment de vérité donc pour le Samsung Galaxy S5. C'est voilà, le téléphone qui vient du leader de la téléphonie dans le monde, et c'est le téléphone, toute une gamme qui est quand même une gamme qui a marqué les esprits, hein. La gamme Galaxy S.
qu'il faut... Donc on rappelle les différentes gammes chez Samsung. Il y a la gamme Galaxy Note qui concerne les grands écrans. On l'appelle phablette, ouais. Et les phablettes et l'utilisation du stylet. Et on a la gamme Galaxy S. Qui souvent a son vaisseau amiral, le S2, S3, S4, S5, et qui est décliné dans une nombre indéfinissable. On a une gamme Galaxy S avec des sous-gammes. C'est ça. Et après, il y a les petits Ace, etc. Il y a les versions de Galaxy Camera, etc. Bon. Celui-ci, c'est le vaisseau amiral de Samsung. C'est celui qui va être au centre des 3/4 des communications aujourd'hui de cette année. C'est celui que vous allez voir sur tous les abribus, puisque Samsung a évidemment l'habitude de repeindre la France. Alors, qu'est-ce qui change ? On a un écran qui est un peu plus rond qu'avant. Il fait 5,1 pouces. 0,1 pouce de plus. Donc cet écran, on peut dire aussi qu'il est 22% plus économique que le précédent, ce qui est quand même intéressant. Voilà. On a toujours un écran Full HD. Donc ils ne sont pas partis sur de 2K ou du QHD. Et on a un écran qui est super AMOLED. Et donc, comme tu disais, il a une technologie qui permet d'activer un mode économie d'énergie qui va finalement, c'est pas de l'écran Ink, c'est en réalité une capacité juste de mettre tout l'affichage en noir et blanc afin d'économiser la consommation des pixels. Voilà. Il est propulsé par du Snapdragon 801. Donc le plus puissant aujourd'hui. Sachant qu'il y a différentes versions du 801, et là on a la version la plus puissante du 801 qui est cadencée à 2,25 GHz. 2,5. 2,5 alors que le HTC One M8 est à 2,3. Voilà, bon, il y a plusieurs variantes du 801, c'est la plus puissante. Samsung a peut-être fait en sorte d'avoir chez Qualcomm la version la plus puissante. Ça change rien. Ça, on va voir les ça peut être juste une question de driver aussi. Hein. Et de rapport à l'alimentation et un choix sur l'autonomie. Appareil photo, derrière, on a du 16 mégapixels. On passe donc de 13 à 16. Exactement. Ça peut paraître insignifiant, mais ça va changer des choses parce qu'on a un très bon capteur photo, comme on va le voir. Et juste en dessous, vous avez sûrement pu voir là, on a un capteur d'empreinte, un capteur de battement cardiaque. Ouais, un capteur de battement cardiaque, des pulsations cardiaques. Ouais, c'est un capteur de pouls, quoi. Ouais. Voilà. Et ça, si ça te gratte dans les cheveux. Et on a, comme sur l'iPhone 5S, c'est dit, un bouton central qui est capable de faire de la détection d'empreintes digitales. Ouais. Voilà. Est-ce qu'on parle maintenant de ces capteurs-là, justement On peut en parler. Moi, j'ai sur moi une Gear Fit. Qu'on testera dans une prochaine émission. Donc il y a aussi un capteur de pouls, mais qui fonctionne en tout cas sur le capteur de pouls. Qui est sous le bracelet, voilà. Et qui capte directement. Pendant que vous parlez, j'active les logiciels parce qu'il faut que je me concentre un peu. Voilà, c'est bon. Donc là, l'idée, c'est de tester. Tu vas mesurer. On a deux façons voilà. D'un côté, ton pouls avec le Galaxy S5 et de l'autre côté avec la Galaxy Gear Fit. Pour voir la vitesse, etc., du flux sanguin, et là, il va pouvoir déduire... Mais faut quand même le dire, c'est quand même quelque chose qu'on faisait déjà. Sauf que là, sur les capteurs appareils photo et qu'il y a des applications sur le Google Play. Ouais, tout à fait, mais c'est ça. Là, on le lit au niveau de la veine située sur le... C'est ça, la différence est là. On a d'un côté un capteur qui est optique et qui fonctionne de la même façon qu'un appareil photo, et on regarde sur l'image qu'est-ce qu'on a, puisque on joue sur la transparence du corps humain, et c'est forcément moins précis. La seule chose qui est similaire, c'est qu'il ne faut pas bouger sur les deux. Donc on ne peut pas, avec la Gear Fit ou le Galaxy S5, courir et en même temps avoir cette pulsation cardiaque, ça ne marche pas, il faut s'arrêter. Je vais activer ici et ici. Donc là, ça prend à peu près 10 à 15 secondes. Il demande de rester immobile. Et nous, on te regarde. Je ne peux pas bouger malheureusement pour montrer, donc je vais vous montrer le résultat. Et donc tout ça, c'est intégré dans l'application qui est relative à la santé, je crois que ça s'appelle S-Health, qui était déjà dispo sur la version 3 là. Qui était déjà dispo sur le S4. Que le lifestyle et la santé, c'était vraiment un gros point d'amélioration, enfin pas d'amélioration, mais d'axe marketing carrément pour Samsung, qui va probablement utiliser ça comme point central de sa communication. Et on l'a retrouvé partout avec plein d'applications dédiées à la santé et au lifestyle. Ça se retrouve dans toutes ces montres, que ce soit la Gear 2 ou la Gear Fit, et bien sûr dans le téléphone lui-même. Et je crois... Donc j'ai les mêmes résultats. J'ai 96 sur le bracelet et 94 sur le Galaxy S5. Ouais, voilà, c'est proche. La différence est négligeable. Ce qu'on peut quand même dire, c'est que c'est un test qu'on a fait juste avant l'émission. On avait dit plus on avait un décalage un peu plus gros. Ouais.
Donc ça, c'est le plus important de 10. 2, c'est négligeable, effectivement. La gamme S est forcément elle est un peu plus grand public que la gamme Note, qui est orientée outils de productivité, même si on a vu professionnels. qu'elle plaisait aux jeunes, mais aussi aux Tout à fait. Mais c'est un axe sur lequel Samsung communique, et c'est vrai que du coup, sur le S5, on a des choses qui sont un peu différentes. Et ceci dit, le capteur d'empreinte digitale, là par contre, on peut se rapprocher déjà un peu plus. Alors le capteur d'empreinte digitale... le capteur d'empreinte digitale, je pense que sérieusement... Apple le sort sur son iPhone. Qui aurait pu se poser la question de est-ce que Samsung va l'intégrer? Tout le monde le savait à l'avance. Il y a des petites nouveautés. Celui du Samsung, alors ils sont quand même différents. L'iPhone 5S, il faut rester appuyé. Ouais. Voilà. Celui-ci, il faut faut passer le doigt du bas vers le haut. Comme sur les capteurs sur les Ce qui est intéressant avec Samsung, c'est qu'ils ont fait un partenariat avec PayPal, afin de faciliter tous les actes d'achat dès lors qu'il y a du PayPal dans la transaction. Alors que c'est bien sûr l'idée d'avoir ces capteurs de sécurité. Apple a bloqué, a livré aucun API qui permet aux développeurs d'intégrer les fonctionnalités. Même si on sait qu'ils vont faire ça. Et s'il le faisait, il prendrait 30% des achats. C'est prévu. Et puis il n'y aura pas que du paiement, mais pour le moment, Apple a cloisonné ça, tandis que Samsung a la volonté de mettre les API disponibles pour les développeurs, ce qui devrait donner des applications intéressantes. De ce que j'ai lu, la détection n'était pas toujours très parfaite. Est-ce que de ce que tu as pu tester, c'était correct? On a testé, ou... ça marche pour tout ce qui est déverrouillage d'appareils. J'ai pas testé PayPal malheureusement. Ça fonctionne, sachant que comme sur l'iPhone 5S qu'on a pas mal testé, il y a à peu près un taux d'échec de 10%. 10 à 15%. Mais de toute façon, c'est les mêmes genres de capteurs qu'on a sur les PC portables. C'est pas des technologies. Ça n'a rien de neuf, mais surtout ça n'a rien de transcendant en matière d'efficacité. Mais là, l'intégration est particulièrement intéressante dans le bouton. On va s'intéresser un peu au design. Vous avez vu, il est tout en plastique. Ça n'a pas changé, on le sait. On l'a bien vu au Mobile World Congress. On a ce qu'on appelle une texture sparadrap. Ouais, c'est exactement ça. Sachant que ça fait moins sparadrap en blanc. On a eu la version blanche en test. Ouais, c'est la version dorée qui fait vraiment sparadrap. La grise aussi, moi, je trouve. Mais on a en dessous du micro USB 3.0. Alors c'est comme sur le Galaxy Note 3. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est compatible avec tous les câbles micro USB. C'est juste qu'on va pouvoir utiliser un câble de micro USB 3.0 pour charger des données, transférer des données plus rapidement. Bon, ça c'est intéressant. Exactement, c'est l'interface, c'est pas le câble. Pourquoi il y a un petit cache sur le port micro USB 3.0? C'est que le téléphone il est IP68. Ce qui est quand même intéressant. J'ai oublié. C'est entre 58 et 68. Et ce qu'il met en face d'autres concurrents dans le même genre, comme notamment évidemment le Z2. Effectivement, Samsung s'est dit c'est intéressant dans un téléphone waterproof. Ils avaient testé avec le S4 Active. Exact. Et ils ont fait la même chose avec le Galaxy S5, c'est-à-dire qu'on peut le plonger pendant 1 heure à 1 mètre de profondeur. C'est pas mal, hein, quand même. C'est pas mal, et puis surtout, c'est quelque chose qui a manqué sur le précédent téléphone qu'on a testé, la précédente grande sortie, c'est le HTC One qui est là. M8. On va pouvoir comparer les deux tailles. Hein. Et ça, c'est clairement ce qui manquait à HTC. J'ai l'impression que maintenant, les téléphones étanches, ou du moins résistant aux projections, ça devient un minimum requis. Surtout quand on a un smartphone à plus de 600 €. 600-700 €. On attend le meilleur de tout. 679, officiellement. Voilà, on parlera du prix après. On attend le meilleur de chaque technologie. On attend des avancées dans vraiment toutes les caractéristiques. Et le fait d'être étanche commence à devenir indispensable. Il est IP67 pour l'information juste, c'est-à-dire que il est résistant au sable et ainsi que à l'immersion pendant 1 mètre dans l'eau. Donc le design, on n'a pas beaucoup d'évolution par rapport aux autres. On a un téléphone qui est moins épais, c'est des millimètres, mais ça passe à 8,1, ce qui finalement est quand même très intéressant parce qu'on a un téléphone qui est extra fin et de plus en plus. On va peut-être faire un tour de table sur ce qu'on trouve au design. Moi j'ai un peu de mal avec la bordure argentée. C'est la même que sur le Galaxy S4, effectivement c'est cheap. Et il y a des espèces de petites vagues que je trouve pas super esthétiques. Et après, c'est le design Samsung qui donne pas une impression de solidité et de qualité. Et quand on le met à côté des HTC One, effectivement, ça tranche. On voit la bordure rayée et on voit, comme tu dis, les petites vagues qui permettent un meilleur maintien en main. Ça a quand même une utilité. Ça devait être une remarque qu'ils ont eue sur les précédentes. Ça a une utilité. Sur les précédentes versions.
Je sais pas, Edouard, qu'est-ce que tu en penses? Alors, je suis vraiment pas fan de Samsung, je pense que les gens le savent. Moi, il y a quand même 2 trucs sur le design. Enfin, il n'y a plus de bouton menu. Alors, je le dis à chaque émission, mais voilà, je le redis. Donc, effectivement, on a les 3 boutons. On a 2 boutons tactiles qui sont multitâches et retour en arrière. On a un bouton central pour retourner au menu. Après, en termes de design, c'est totalement cohérent parce que si on regarde ce que fait Sony, c'est exactement la même chose. Entre le Z et le Z2, on voit que c'est largement une évolution. HTC, ils font exactement la même chose, donc on peut pas vraiment dire que Samsung... Qu'est-ce que tu penses de la coque arrière? Je suis vraiment pas fan, ouais, on dirait un sparadrap. Par contre, l'avantage, vu qu'on est chez Samsung, c'est qu'elle est amovible, donc on va pouvoir mettre ce qu'on veut. Donc, certes, c'est la coque, mais c'est aussi la batterie et c'est aussi je vais montrer exactement. Donc, vous allez voir, voilà, ça fait un bout de plastique. Et en dessous, on peut mettre une carte micro SD. C'est quand même un avantage aujourd'hui. Et on a l'accès à la carte micro SIM. Ils sont pas passés sur la nano SIM comme HTC. Et on a déjà vu des accessoires. On a déjà vu un dos qui faisait rechargement sans fil. Je crois que le dos fourni de base. Ouais, mais je pense que là, rechargement sans fil. Si vous êtes fabricant d'accessoires, mettez-vous à fabriquer des dos de Galaxy S5. Ça va se vendre comme des petits pains. PO, t'en penses quoi de ce téléphone? Je t'avoue que moi j'en pense pas grand chose. Il était très attendu, on n'a pas vraiment d'énormes surprises. Je vais en profiter pour tester l'appareil photo quand tu parles. Le capteur santé, moi ça me bof. Enfin, je veux dire, je le fais. Enfin, il y a des applis qui le font très bien sur le capteur photo standard. Il est fidèle au précédent de la gamme, à part le dos, mais c'est vrai qu'on peut le changer, ce qui est un avantage par rapport à d'autres. Je trouve qu'il fait partie du lot de téléphones qui se ressemblent les uns après les autres. Moi, j'étais très content du Nexus 5 que je trouvais un poil différent. Je trouve que le HTC One est extrêmement joli. J'avoue que les Sony Xperia et Samsung Galaxy S me laissent parfaitement indifférent en termes de design. Après, il en a dans le ventre, c'est clair. Il y a des choses assez intéressantes que Samsung amène, mais bon, voilà, ça fait partie des téléphones où je vais me précipiter pour changer le launcher, changer l'écran de verrouillage, changer le clavier. Et remplacer finalement tout ce que Samsung a amené sur ce téléphone. Et justement, on peut passer à la partie logicielle. Ouais, on a quand même une interface plus neutre que les précédentes versions. Ils ont flattisé leur interface. Voilà, TouchWiz est moins présent, on va dire comme Apple, un tout petit peu plus proche des guidelines d'Android, même si on a un redesign complet des couleurs et des icônes de la barre des menus, etc. C'est toujours coloré, mais c'est un peu moins cartoonesque. Ils ont fait totalement les menus de paramètres. Donc niveau interface, on est quand même plus light. On a quelques améliorations bienvenues, dont notamment ce mode qu'ils appellent Ultra Power. Ça c'est cool. Et qui passe toute l'interface en noir et blanc, ultra simple. Ça va aussi bloquer toutes les applis qui n'ont pas besoin de la data. On va juste pouvoir avoir les SMS et la voix, donc de quoi être joint. Et on va pouvoir tenir presque une journée supplémentaire, 24 heures supplémentaires, parce que le mode s'appelle Smart Booster. Voilà, et on coupe toutes les fonctions smartphone. Voilà, exactement. On passe d'un smartphone à un téléphone, et ça c'est cool. C'est exactement ce que fait Sony avec le mode Stamina. Et ça marche pas mal. Mais sauf que c'est plus avancé. Ouais, c'est plus avancé parce que ça Stamina est moins extrême. Ça permet d'utiliser la technologie AMOLED qui a des particularités sur l'économie, sur l'affichage du noir, ouais, tout à fait. On a tout à gauche, alors sur le launcher, regardez, on va regarder de tout près. On a à gauche My Magazine. My Magazine, c'est l'équivalent de Blinkfeed, mais sur Samsung. On retrouve des news. On retrouve les réseaux sociaux, soit on utilise les sources que Samsung nous propose, soit on rajoute ses propres sources. Voilà, aujourd'hui, c'est tendance, c'est d'avoir son feed d'actualité, de messages sur les réseaux sociaux. Ce que je trouve dommage, parce que moi typiquement TouchWiz je peux juste pas, c'est que mettons que moi Pod j'achète le Galaxy S5, je vais remplacer le launcher et je vais du coup perdre l'accès à My Magazine puisque c'est pas une application standalone, c'est vraiment intégré au launcher, donc à TouchWiz. On parle rapidement de l'appareil photo, 13 mégapixels, il y a un stabilisateur 16 mégapixels. Ouais, 16 mégapixels, il y a un stabilisateur de base qui est semble-t-il meilleur que Galaxy S4. Pour le moment, ce qu'on a pu voir, ça critiquait le capteur du HTC One M8, mais il est meilleur.
Il est meilleur, c'est moins flou. Quand tu dis c'est meilleur, lequel? Le M8 est meilleur que le Galaxy S4. Sur les tests qu'on a fait, et donc du coup, c'est-à-dire extérieur, intérieur. Je voulais leur montrer des photos que j'ai fait de toi en live là, mais aussi des photos qu'on a fait dans la rédaction Frandroid, et c'est flou. C'est flou, regardez, c'est flou. J'ai juste appuyé, j'en ai fait 2. C'est une magnifique photo. Alors là, j'étais en vacances. Tout à l'heure, c'était en Normandie sur la plage. On a pris en photo donc c'est la lumière directe du soleil. Donc c'était un coin d'ombre dans la pièce. Et là, j'ai zoomé sur un bug de Droid et regardez, ça bruite et c'est flou. Okay. Alors que je vais montrer exactement la même photo sur le HTC One et vous allez voir, c'est beaucoup mieux. Alors il faut quand même noter que pourtant Samsung met en avant niveau marketing des améliorations. Ils mettent notamment en avant la vitesse de mise au point qui est à 250 millisecondes. Des gens qui sont déjà plutôt rapides par rapport à d'autres. Hein. Voilà. Ils mettent aussi en avant leur capteur qu'ils appellent ISOCELL. Regardez là, on voit les 2 photos. Et leur fonction HDR. Il n'y a pas photo. Je pense que vous vous rendez pas trop compte sur l'image, mais je vais montrer ça à Pod et tu vas me dire. Et de toute façon, on vous retrouverait ces photos-là dans nos tests du Galaxy S5. Oui, alors je confirme. Et c'est difficile de le montrer à la caméra, mais effectivement, c'est net sur le HTC, alors que ça ne l'est pas et ça bruite sur le Samsung. Il y a effectivement plus de bruit. Et je pense que les couleurs sont un peu plus respectées sur le HTC. Surprise du capteur du Galaxy S5, il n'est pas catastrophique, mais on est loin d'avoir un capteur qui est... Après, j'ai l'impression qu'on a un historique sur plusieurs marques de sortir des téléphones avec des drivers photo qui sont pas au top de la capacité du capteur, non? C'est une vraie complexité, le capteur photo et sa gestion. C'est une vraie complexité et on voit souvent que la qualité des photos s'améliore avec le temps parce que ils sortent des mises à jour. Le constructeur fait des mises à jour sur les drivers du capteur. On a quand même des capacités que Sony a déjà introduites, c'est la capacité, et même Samsung, de filmer en 4K. Donc on a fait des tests et la capture vidéo est impeccable. On va plutôt se rediriger vers le Full HD aujourd'hui, mais les résultats en Full HD sont impeccables et sont même meilleurs que la capacité photo. On peut même parler des performances brutes du téléphone. On a testé le 801, on l'a comparé au HTC One M8, même s'il trichait sur certains benchmarks. On a les performances qui sont similaires, même si la cadence est différente, comme on l'a vu. C'est les mêmes performances. Voilà, très similaires. Et en fonction des versions, de temps en temps, en fonction des logiciels et en fonction des versions des téléphones eux-mêmes, parce qu'il y a plusieurs versions. Aujourd'hui, qu'est-ce qui ferait que quelqu'un choisit le Samsung Galaxy S5 par rapport aux autres porte-étendards des grandes marques? Effectivement, aujourd'hui, on va se retrouver avec 3 téléphones portants. On a le HTC One M8 qui est déjà sorti la semaine dernière, Galaxy S5 qui sort aujourd'hui, et le Z2 qui est plus prévu pour la dernière semaine du mois d'avril, donc on va dire, on peut déjà le précommander, voilà. C'est 3 téléphones entre 650 et 700 euros. Qui se valent en termes de performance puisqu'ils sont tous basés sur le même chipset, ont des écrans similaires, des batteries, on n'en a pas parlé, elle est à 2800 mAh mais qui sont relativement similaires en fonction sur ces 3 devices. Donc voilà. Ce qui va les différencier, c'est finalement, on va rentrer au cœur des choses, c'est-à-dire qu'on va comparer, nous on a prévu des benchmarks photos, c'est-à-dire qu'on va mettre dans les mêmes conditions des photos côte à côte. On va regarder, on va lancer des jeux, on va les mettre dans les mêmes conditions, on va regarder le détail dans les graphismes, dans les lancements d'applications, dans les lenteurs qu'on peut voir voilà, on va se lancer dans plein de benchmarks aujourd'hui. C'est pour ça qu'on va demander aux constructeurs de nous renvoyer les téléphones, on va essayer de faire les choses proprement. Et là, on pourra dire, effectivement, il y en a un, il se détache vraiment de l'autre, mais après, a priori, il n'y en a pas vraiment un qui se détache, c'est en fonction des goûts. On va retrouver sur le Galaxy S5 la petite fonctionnalité qui nous intéresse, c'est-à-dire peut-être le lecteur de pouls. Ou le lecteur d'empreintes pour déverrouiller le téléphone, qui est une fonction qui peut plaire. Le M8, le double capteur, fait des merveilles pour le U-Focus, qui donne des photos qui peuvent être un peu artificielles, mais qui ont un certain effet. Et ensuite, le Z2... on aura cette quand même très bonne finition. Effectivement, il est splendide.
J'avais pas eu le temps, j'étais pas à l'émission, mais effectivement, je préfère le HTC One, mais celui-ci reste dans la même lignée. Bon, je vais terminer ce test en vous demandant une simple question, ça va être juste par oui ou par non, c'est est-ce que personnellement vous achetez ou vous achetez pas ? Si vous aviez un téléphone à acheter. Ça va être difficile pour moi de répondre juste par oui ou par non. Je suis parti personnellement sur des gammes un peu moins chères. Aujourd'hui, tu as acheté un Nexus 5, c'est ta dernière acquisition. Exactement, et donc je suis plus sur cette gamme de prix. On se moque pas. Parce qu'on me l'a volé, mais bon, bref. Et donc, pour revenir là-dessus, si j'avais ce budget pour les téléphones, je pense que... on va dire, si tu devais t'engager pendant 2 ans chez un opérateur, des choses comme ça. De tous les flagships, j'hésiterais fortement entre le HTC et le Samsung, mon cœur balance beaucoup. Il y a des points qui me plaisent. En fait, plus exactement, le HTC me plaît beaucoup, mais il y a des points qui m'énervent, alors que le Samsung, je suis beaucoup plus neutre. Donc il n'y a pas de points qui m'énervent particulièrement. Okay. Je vais me tourner vers Edouard. Pense que Non, moi j'aurais tendance à garder mon Nexus 5. Le seul avantage donc, du S5, mais aussi du One, c'est qu'il va y avoir une version Google Play Edition. Donc on va pouvoir enlever tout ce qui est TouchWiz ou enlever tout ce qui est Sense. Après c'est vraiment une question de goût. J'aime pas vraiment les téléphones Samsung. J'ai un peu tendance à préférer le HTC One en termes de finition, mais ça c'est vraiment personnel. Tout le monde préfère avec finition de toute façon. Oui. Il y a des gens dont l'argument principal ça va être la batterie amovible qu'il n'y a pas sur les autres téléphones. Voilà, moi mon avis c'est, je suis super heureux avec mon Nexus 5, mais après il y a plein d'autres gens qui ont des besoins différents du mien. C'est pas vraiment une réponse, t'es en train de tourner autour du pot. C'est une réponse de Est-ce que tu achèterais le Galaxy S5, oui ou non ? Non. Ok. Baptiste ? Je pense que je serais le plus conquis de la bande. J'aime beaucoup les ajouts. Mais l'offre globale est bonne. L'offre globale est très bonne. Samsung fait pas n'importe quoi non plus. En plus, il est plus léger que le Z2 et le HTC One. C'est quali, il y a des fonctions. En Google Edition, il serait parfait. Je suis peut-être moins sensible au design. Mais en plus, si on est un bobo... Fais ce par là. Pour le côté léger, moi le S2 était très léger, jamais tombé autant un téléphone que le S2. Donc moi aussi j'aime bien les bonnes briques. Je dis, elle est léger, mais on compare je crois que c'est 170 à 142 quoi. Ouais, mais c'est vrai que moi aussi j'ai tendance à préférer les briques au final. Okay. Mais toi alors du coup, tu t'achètes pas ? Moi je suis conquis par l'interface par exemple, j'aime bien iMagazine, c'est très sympa à utiliser. J'aime bien consulter du contenu quand je veux, sans devoir aller chercher l'application qui a le contenu. Je tourne à gauche, le contenu est là. Je trouve également que l'offre, comme disait Baptiste, est globalement bonne. C'est-à-dire qu'il n'a pas un énorme défaut. Ça c'est important aussi. C'est-à-dire qu'on ne va pas le déconseiller. Moi je le conseille sans aucun problème. Par contre, ce qui me rebute, tu l'as dit aussi, c'est le contour en plastique. Le design traditionnel. Le design qui fait pas cheap. On peut pas vraiment dire que c'est cheap, mais qui pourrait être plus soigné avec des matériaux plus nobles. Et moi, je trouve dommage, c'est que face à un HTC et un Samsung et un Sony même Apple qui font autant d'efforts sur des matériaux qui sont quand même durables, on a derrière Samsung qui continue à nous sortir des téléphones en plastique, même si ça reste du plastique de bonne qualité, mais c'est du plastique. On va me faire troller, mais le prenez en main, on voit quand même les différences. Il y en a un qui craque et l'autre qui craque pas. Donc voilà, c'est tout pour le test du Galaxy S5. Comme vous avez vu, pas de défaut. Mais aujourd'hui, il a des concurrents de taille et ça sera intéressant de voir du côté de Sony et de HTC. Ou même des téléphones peut-être un peu plus bas de gamme qui restent très intéressants. Et on regardera ce que les gens achètent et ce que les gens choisissent. Voilà, et puis après ça va se jouer à coup de promo. Alors peut-être que s'il a 100 € d'ODR, vous allez craquer pour le Galaxy S5. Après le test du Galaxy S5, voici la partie application. J'ai demandé à toute l'équipe de préparer un coup de cœur du Google Play. Je vais me tourner vers Baptiste pour commencer.
Alors moi, mon application, c'est bien sûr un jeu, ça s'appelle 15 Coins. C'est un espèce de Snake moderne. On dirige un espèce de petit vaisseau, de petit triangle, et il faut récupérer des points. C'est vraiment un Snake. J'ai joué au jeu, l'interface est très très simple. C'est minimaliste, c'est flat, etc. Donc on a un petit coin. Et pour le coup, c'est flat. Et en fait, on va avoir des clones qui vont nous suivre et prendre exactement le même chemin que exactement le même chemin par lequel on est passé, et il va falloir les éviter, et tout en récupérant des points, et quand on finit le jeu quand on récupère 15 points. Mais donc, ça c'est encore un jeu pour faire caca. C'est des jeux de 5 minutes. Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de niveaux ou pas à finir, non, en fait, il faut récupérer. Il y a plusieurs niveaux, mais parce que le jeu est payant, c'est ça? Le jeu coûte 99. Et ça 89. Fait ça coûte 89 centimes. Et voilà, j'ai trouvé ça amusant. Je vais me tourner vers Edouard maintenant. Tu nous as préparé quoi? Moi, c'est pas eu un jeu. Alors j'ai vu, je l'ai vu dans. Ça me dit rien le nom. Alors le nom ça s'appelle My Paid Apps. Et ben en fait. Et ça me dit toujours rien. Non, en fait, quand vous allez sur le Google Play et que vous achetez des jeux, des livres, tout ça, il n'y a aucun moyen de les trier. Et donc en fait, cette application, elle le fait très bien. Elle va lister toutes vos applis, tous les livres, tous les films, tous les magazines, toutes les musiques. En fait, le Google Play le fait, mais le mélange avec les applications gratuites. Voilà, c'est exactement ça, et donc c'est impossible de s'y retrouver. Sur quoi elle se base cette application? Elle va chercher sur le Google Play? En fait, on donne accès à son compte Google, et après, d'elle-même, elle se débrouille. C'est méchant quand même. De la même manière que tu utilises un sign-in sur d'autres applications. Ouais, mais elle va récupérer des données. Bon, ok. C'est Google qui devrait faire ce travail-là. Hein. Oui, tout à fait, mais bon, en l'occurrence, là, ils ne le font pas. Le seul petit problème de l'application, c'est que parfois, il y a des doublons avec différents prix qui sont écrits. C'est pas génial, mais en tout cas, ça permet de se retrouver, de se remémorer, les applications qu'on a achetées il y a quelques années. Tu peux en avoir au moins 200, 300, et... Voilà, avec ça, tu vas... J'en utilise 2 ou 3. C'est pratique parce que les applications payantes, c'est souvent les premières qu'on réinstalle quand on change de téléphone. Voilà, on veut retrouver son investissement, sa mise de départ. Retour sur investissement. C'est gratuit? Bien évidemment. Bien évidemment. Je vais me tourner vers Pod maintenant, et Pod, j'ai pas du tout regardé ce que tu m'avais préparé. Moi non plus d'ailleurs, donc du coup c'est un peu freestyle et je compte sur l'écran. Non, en vrai, je suis le mec qui fait je suis le mec qui fait des selfies systématiquement dans l'émission. Donc c'est un petit peu dans cette mouvance-là. Ça s'appelle le GroupX, et c'est une application qui permet de prendre des photos de groupe avec le photographe. GroupX, pardon, j'ai mal prononcé. Qui permet donc de prendre des photos avec le photographe sur la photo, parce qu'on a toujours eu le problème. Ouais, il y a 2 ans quand j'étais maigre. Et puis ça c'est ta mère et ça c'est ta tante. Sympa. Plus sérieusement, on a toujours cette problématique. On n'a pas forcément envie de confier son téléphone à n'importe quel passant pour prendre la photo. Donc là on prend 2 clichés, un avec en changeant de photographe, et l'application va proposer plusieurs montages pour fusionner ces 2 photos et donc avoir une photo de groupe complète. J'ai trouvé ça plutôt cool. Effectivement, ça a l'air plutôt cool. Et ben moi, je vous ai préparé une petite application pour pouvoir lire vos livres, vos mangas, vos comics. Il y en a plein. On sait que c'est une de tes passions. Il y en a plein. Gonzague avait présenté Manga Rock. Ouais. C'est une alternative. Moi, la mienne, c'est Perfect. C'est Manganaise. Pardon, désolé, c'est nul. Merci. Perfect Viewer, qui est très simple et qui justement arrive. Son atout, c'est d'être simple. Elle a l'air d'avoir quelques années, par contre. Hein. Elle lit Gingerbread est de retour. Elle lit les JPEG, elle lit les PNG, elle lit les formats que les gens connaissent très bien, ceux qui sont habitués au manga. CBR, ça veut dire que j'ai pas la liste sous les yeux. CBR, elle peut lire directement un zip avec toute une collection d'images dedans. En tout cas, elle est fonctionnelle. Alors elle est moche, mais elle est fonctionnelle. Et surtout, elle est gratuite. Donc effectivement, elle est très moche. Ouais, mais c'est bon, c'est le genre d'appli qui est hautement fonctionnel, qui prend en compte tous les formats et les façons, conventionnelles de regrouper l'information quand on télécharge illégalement les contenus. Et voilà, donc du coup, si elle est moche, c'est pas très grave. Si vous investissez quelques euros, cette application peut transformer les images de noir et blanc en couleur. Ah ouais, ok, d'accord, ça c'est pas mal.
T'as testé la colorisation? Non, j'ai pas testé. Non, d'accord. Vraiment ça peut être intéressant. Non, j'ai pas testé parce que ça m'intéressait pas. Ouais, je comprends. Mais c'est à tester, j'aimerais bien, c'est ce qu'ils présentent, c'est leur killer feature. Puis les gens ont l'air de dire que ça fonctionne. Mais je demande, si les gens qui nous regardent, vous êtes intéressés par cette appli, donnez-nous vos retours, en plus sur l'ergonomie, etc. Mais aussi sur cette fonctionnalité qui permet de transformer les images en noir et blanc en images colorées en 4 couleurs. Et donc c'est tout pour cette émission 18 d'Androtech. Je vais vous remercier d'avoir suivi toute l'émission. J'espère que vous êtes convaincus que Galaxy S5, il faut le comparer aux autres téléphones. Il n'est pas acheté, mais il faut le comparer. Et je vais remercier les personnes sur le plateau, à commencer par... Allez, vas-y, faut commencer par moi, je trouve que c'est important. Merci beaucoup, et ça me fait bien plaisir. Donc à la prochaine. On a également Baptiste. À la semaine prochaine. Et oui, à la semaine prochaine. Et Edouard. Merci Loïc, parce que tu as dit merci à nous, alors on te le doit aussi. Voilà. Un autre Edouard en régie, justement, c'est notre producteur Edouard Marquis. Et juste à côté, on a le super réalisateur Olivier Rousseau. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 19 et on va tester du Nokia X. Et donc c'est les premiers pas du finlandais sur Android. On va voir ce que ça donne. Donc à la semaine prochaine, n'hésitez pas à partager l'émission avec le hashtag Androtech sur les réseaux sociaux. Ciao. Bye bye.